moi, je suis prof de français au collège de Ghana. J'ai des élèves de 6e et de 5e. Donc, à Ghana, en fait, on est parti sur un projet plus ou moins collectif avec une dizaine de collègues où on a essayé de mettre en place des classes qu'on a étiquetées coopératives, mais qui n'en sont pas vraiment. Donc, ça, c'est une partie de notre travail. Et après, moi, je me suis engagée dans une démarche plus personnelle et plus individuelle, malheureusement, où j'ai essayé, dans mes classes à moi, de mettre en place des pratiques qui s'inspireraient des pratiques coopératives. Là, comment tu es venue petit à petit à la pédagogie coopérative? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, alors, au départ, c'était surtout que je constatais que l'enseignement tel qu'il est pratiqué, on ne peut pas dire que ça fonctionnait vraiment pour moi. C'est-à-dire que j'avais des problèmes, en fait, à établir une relation dans mes classes. J'avais des problèmes avec l'autorité, déjà, parce que je n'arrivais pas à m'imposer par l'autorité classique. Et on me répétait sans arrêt, faut punir, machin, enfin voilà quoi, les discours qu'on peut entendre, faut pas être gentil avec les élèves, faut pas les laisser faire, le rapport de force en fait. Moi, ça me convient pas du tout le rapport de force, donc je me retrouvais pas du tout là-dedans. Et après, je trouvais que les élèves avaient un vrai problème de motivation justement parce que euh, on est un peu coincé par les programmes. Et puis, ce qu'on a à leur proposer, c'est pas toujours évident. Ça correspond pas forcément à leur mode de fonctionnement. Et clairement, ça les intéressait très moyennement, voire pas du tout. Donc, j'ai commencé. Et puis, il y avait le problème de l'échec scolaire, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que l'institution génère son propre échec. Et, euh, et je voulais travailler aussi là-dessus parce que je trouvais que c'était. Alors, déjà, il y a des inégalités à la base. Déjà, les élèves en échec scolaire, bon, bah, il y en a qui rentrent qui rentrent au collège avec déjà des gros bagages. Et en plus, je trouvais que le collège renforçait ces, ces tendances au décrochage et à l'échec. Et donc, mon premier, en fait, je lisais beaucoup, puisque la formation continue étant ce qu'elle est dans l'éducation nationale, tu n'as pas bien le choix. Donc, je lisais beaucoup. Et un jour, je suis tombée sur un livre de Serge Boimard qui m'a éclairé, en fait, l'échec scolaire. Parce que jusqu'à présent, ce que j'avais lu, je trouvais ça partiel et je trouvais ça pas convaincant. Et je trouvais ça assez technique, en fait. Bon, j'aimais beaucoup Philippe Mérieux, mais Philippe Mérieux, c'est pareil. Je trouve il s'attaque à des points différents. Ça ne fait pas système ce qu'il propose pour moi, en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, il fait des choses très intéressantes sur comment les élèves apprennent, la possibilité de les faire travailler par groupe, mais ça restait un petit peu éclaté. Et un jour, je suis tombée donc sur ce livre de Serge Boimard qui devait être, je ne sais plus lequel, enfin, sur les enfants empêchés de penser, là, un des deux principaux. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, c'est évident, quoi, c'est ça. Les enfants qui sont en échec scolaire, c'est parce qu'ils sont empêchés de penser. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de convaincre mes collègues qu'il y avait des choses à faire, d'autant plus que Serge Boimard, dans un de ses livres, explique que c'est facile de lutter contre l'échec scolaire et il met en place un dispositif qu'on peut mettre en place assez facilement, en fait, en collège. Donc, je me suis dit, autant tenter le coup. Et à cette époque-là, donc, on avait au collège une équipe de direction qui était complètement partante pour ce genre d'initiative. Et on a monté des classes en essayant d'intégrer au maximum ce dispositif qui était en fait, qui reposait sur ce qu'on appelle la médiation culturelle, c'est-à-dire en fait travailler les textes classiques, mais justement de façon pas classique, les textes du patrimoine, pour déclencher des réactions un peu psycho-affectives, mais en même temps, c'était purement pédagogique ce qu'on faisait chez les enfants. Voilà. Après, du coup, je me suis toujours dans mes lectures, je suis tombée sur le livre de la dame là qui a fait le truc sur les îlots bonifiés, Marie Rivoire. Donc ça m'a bien intéressée aussi. Et en parallèle, j'ai rencontré un collègue qui travaillait comme ça. Et je suis allée dans sa classe, j'ai vu que ça fonctionnait bien, donc je me suis lancée là-dedans. Et là, j'avais réussi aussi à convaincre un ou deux collègues que c'était intéressant de travailler comme ça. Et après, on a décidé d'approfondir le travail par groupe. Et c'est là que j'ai demandé à mon principal si on pouvait avoir une formation sur le travail par groupe. Et je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'à toi. En réalité, il m'a dit, j'ai trouvé quelqu'un. En fait, ce n'était pas du tout ce qu'on cherchait. Parce que pour nous, enfin, il y avait un malentendu de base. Parce qu'en fait, mes collègues, ce qu'ils attendaient, c'était développer le travail entre pairs par la gestion du groupe. Et toi, tu es arrivé en disant la pédagogie coopérative. Et du coup, bah voilà, ça m'a lancée dans la pédagogie coopérative et qui n'est pas le travail par groupe, évidemment. Et ça m'a réorientée dans mes pratiques. Voilà.
en fait, je fais un peu feu de tout bois, tu vois. J'essaye de combiner différentes choses. Je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas. Et puis surtout, je vois ce qui me correspond et ce qui ne me correspond pas. Et je trie un peu en fonction de ça, quoi. Non, mais c'est très, très intéressant parce que tu as pointé plusieurs choses très intéressantes. Alors, notamment, ce que j'ai mis aussi en exergue dans le module de pédagogie coopérative, c'est-à-dire la nécessité de se former, pour moi, est absolument fondamentale. La nécessité aussi de travailler ensemble avec des collègues partants parce que c'est plus facile et puis c'est plus stimulant. La nécessité aussi de se co-former, ce que tu as fait, ce que tu as initié. Tu as parlé aussi de faire système. Effectivement, on comprend des choses, un petit peu le drame de la formation continue, je trouve, on comprend des choses un petit peu à droite, à gauche, et puis il n'y a pas grand-chose qui se réunit en fait, qui effectivement fait système. Et puis moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est que toi, qu'est-ce que tu mets derrière cette pédagogie coopérative? Comment tu la comprends? Qu'est-ce qui a fait sens pour toi en fait? Alors, comment je la comprends, ça reste, je pense, assez flou parce que voilà, pour moi, comment dire? Alors, euh, je me suis surtout, voilà, je me suis raccrochée en fait à cette idée de pédagogie coopérative. Et après, donc je l'ai abordée via toi, via notre escapade au collège de la Ciotat. Et via. La Ciotat, qui est donc un collège et lycée expérimental, enfin, Voilà. maintenant, qui travaille en pédagogie Freinet. Oui, tout à fait. Mhm. C'est ça. Et eux, ils sont assez proches de Freinet. Ce que moi, je ne peux pas dire ça parce que je ne connais pas vraiment, en fait. Hein. Je ne l'ai jamais lu directement. Et après, je me suis inscrite à un forum aussi sur Internet où des collègues partagent leurs pratiques, leurs interrogations et tout ça. Et là, j'ai découvert Sylvain Connac, qui, du coup, alors lui aussi, hein, c'est un peu comme Boimard, il m'a un peu éclairé la pédagogie aussi. Donc, à travers ses livres et puis ses vidéos, c'est essentiellement, en fait, il est assez orienté secondaire. Il propose des outils qui sont assez intéressants, je trouve. Et donc, il m'a beaucoup aidé aussi sur le plan pratique, du coup, parce que j'ai repris pas mal de trucs de ce qu'il proposait. Le tétraède, le passeport, enfin, tu vois, l'organisation de la classe, gérer la différenciation. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, Tu tout me va vois, bien. tu me vois toujours? Oui, 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 tout va bien. Eh ben, moi, je ne te vois plus. Bon, C'est embêtant. Je suis sortie du... Attends, j'essaye de remettre la page précédente, vas-y. mais ça fait rien. Moi, je te vois très bien. Ouais, alors ça, c'est quand même incroyable. Euh, don't you see your Ça Zoom t'embête? meeting? Hein? Tu veux qu'on continue ou ça t'embête? Ben, ça m'embête, je te vois plus. Ah, ça D'accord. y est, voilà, c'est Ça bon. y est? Ça Bon. y est, je touche plus à rien. Oui, alors, quoi ça fait du sens Parce que ça répondait à des interrogations, ça répondait à mes interrogations, comme Boimard a répondu à mes interrogations, en fait. Et, euh, et petit à petit, j'ai essayé de mettre des choses en place. Alors, au début, c'était assez éparpillé, hein, parce que en réalité, ce qui est compliqué, c'est de changer sa pratique de bout en bout d'un seul coup, n'est-ce pas? Ça, c'est pas possible. Et puis aussi, la posture du prof, quand pendant 25 ans, tu as entendu, de toute façon, un élève, il fait ce qu'on veut ou on punit. Enfin, ce système de l'élève doit se plier à ce que demande le prof et point barre, quoi. Et ça se transmet, en fait, dans la classe. Et nos apprentissages, notre manière d'enseigner, elle est un peu basée comme ça aussi. Donc, tout chambouler, tout remettre en cause d'un coup, ce n'était pas facile. J'ai travaillé aussi sur ma posture. J'ai essayé, moi, de travailler sur ma posture. Alors ça, ce n'est pas très difficile parce que j'avais déjà une tendance à me sentir pas à l'aise dans la posture de l'enseignant, cours magistral et autoritaire. Et voilà. Donc, du coup, là, j'y arrive mieux. Et puis, j'ai essayé de travailler sur mettre en place concrètement des choses en classe avec les élèves qui s'approprient le plus possible le savoir et ce que j'essaye de leur transmettre, au lieu que ça descende de moi, quoi. Le problème dans l'éducation nationale, quand même, et même dans les formations que j'ai faites, même dans la plupart des formations que j'ai faites, alors les formations disciplinaires, c'est assez flagrant,
c'est toujours voilà, le savoir qui descend du prof et les élèves doivent assimiler ce savoir. Et après, est-ce qu'on commence par des exercices ou pas? Est-ce qu'on commence par la leçon ou pas? Ça reste des considérations que je trouve assez techniques, en fait, mais qui ne touchent pas au cœur du problème. Voilà. Oui, donc tu parles de savoir descendant, effectivement. Donc la pédagogie coopérative, c'est tout le contraire. Hein. Le professeur est considéré comme un guide, effectivement, fait en sorte de mettre en place un système et des techniques qui permettent aux élèves, tu l'as dit, de s'approprier le savoir, c'est ce que tu as dit, et pas de manière descendante, ce qui ne veut pas dire que ça pourrait effrayer les profs d'entendre ça, ce qui ne veut pas dire qu'on lâche le pouvoir et que c'est le wild total dans la classe. Non, puis ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas descendant non plus, parce que je me rends compte en fait que la transmission des savoirs, elle n'a pas beaucoup bougé, en fait, en réalité. C'est plus l'organisation de la classe en elle-même, mais je continue et puis même de leur faire des cours assez traditionnels des fois, parce que question de temps, parce que question pratique, parce que question, voilà. Mais sauf que quand alors, du coup, le côté sympa, c'est que même quand je leur fais un cours magistral que moi je trouve profondément classique et pas du tout pas du tout possiblement attractif, et bah, en fait, ils sont dans une telle démarche qu'ils m'écoutent, quoi. Après, je sais pas si ça passe pas, mais en tout cas, ils sont avec moi, ils sont attentifs et par rapport à ce qui pouvait se produire avant, ils sont beaucoup plus dedans. Je ne sais pas si je ne te parle pas d'efficacité pédagogique, là, parce que je ne sais pas. Mais c'est difficile à mesurer, je trouve. Mais je te parle simplement d'ambiance de classe et comment dire, d'intégration de l'élève, quoi. Il est, même si, ouais, ça met une ambiance de classe qui est beaucoup plus positive. Je fais quasiment plus d'autorité dans ma classe, en fait. Je fais quasiment plus de reprises autoritaires du genre m'agacer après un élève ou m'arrêter toutes les 5 minutes parce qu'il y a du bruit. Enfin, voilà, quoi. C'est une ambiance de classe qui est beaucoup plus sereine. Et après, il y a toujours quelques individus. Pardon? C'est formidable. Ouais, non, c'est appréciable. Enfin, surtout quand tu as passé 50 ans et que tu as besoin de calme et de sérénité, tu sais, parce que sinon, à la fin de la journée, tu craques complet, quoi. Non, c'est vraiment, je me rends compte que ça a vraiment changé mon rapport avec les classes, quoi. C'est sûr. Toutes les classes. Enfin, toutes les classes. J'ai fait comme ça, de la 6e à la 4e, et ça a fonctionné dans les 3 niveaux. Voilà. J'imagine, quand tu disais que les élèves étaient attentifs, donc je dirais qu'ils sont plus motivés à prendre le changement d'organisation. Ouais, clairement. Ils sont dedans. Voilà. Après, ce n'est pas forcément au niveau de la réussite scolaire, je n'obtiens pas des résultats mirifiques. Et alors, moi-même, je pense que j'obtiens des résultats qui sont meilleurs que ceux que je pouvais obtenir peut-être. Mais le problème, c'est quand ils repassent avec des profs classiques, quoi, en fait. Parce qu'en fait, par exemple, moi, je les autorise à refaire les contrôles jusqu'à ce qu'ils, enfin, autant de fois qu'ils veulent, s'ils veulent, hein, mais en général, une fois, c'est déjà bien, jusqu'à ce qu'ils réussissent pour qu'ils progressent, qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait comme erreur dans le contrôle, qu'ils ne le refassent pas la prochaine fois et tout ça. Donc, du coup, ça augmente les notes, bien sûr. Tu vois, mais par rapport à un système classique, on va me dire, mais c'est artificiel, puisque dans les autres classes, on ne va pas les autoriser à refaire leur contrôle. Donc, l'idéal, ça serait qu'ils réussissent leur contrôle du premier coup, bien sûr. C'est sûr, ça serait l'idéal. Alors après, moi, j'ai le choix entre me conformer au modèle classique et dire il faut que vous réussissiez vos contrôles du premier coup, parce que de toute façon, voilà, l'année prochaine, ça sera comme ça, vous n'aurez pas le droit de le refaire, donc il faut y arriver du premier coup. Ou alors dire ben voilà, l'idéal, ça serait ça, mais en même temps, comme vous n'avez pas réussi, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce qu'on le refait? Donc moi, je choisis, ils savent qu'ils peuvent refaire. Des fois, quand j'oublie de leur proposer, ils réclament. Et c'est quelque chose dont ils se sont bien emparés et qui leur permet effectivement souvent de progresser de manière assez spectaculaire pour certains, parce que bizarrement, je me rends compte que ce qui me paraissait clair pour moi n'était pas du tout pour eux. Par exemple, des fois, ils découvrent, ils disent « Oh, mais madame, le contrôle, c'était ça », alors que j'avais dit « Le contrôle, ça sera ça, ça et ça ». Mais en fait, ils ne l'avaient pas intégré, sauf à se retrouver devant leur feuille et à dire « Ah oui, c'est ça ». Et moi, j'avais l'impression de l'avoir dit clairement. Voilà, donc plein de petits malentendus comme ça,
malentendus pédagogiques ou cognitifs, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui sont levés par… ça lève le stress aussi de se dire, je rate le contrôle, mais ce n'est pas grave, je peux le refaire. L'écueil, c'est qu'effectivement, en un an où on a les élèves, eh ben, ça ne progresse pas très vite. Voilà. Et quand ils vont se retrouver l'année prochaine face à quelqu'un qui va leur dire, bah non, mais quelle idée, refaire les contrôles, c'est aberrant, eh ben, ils ne vont pas forcément être plus performants que leurs camarades. C'est pour ça qu'au niveau résultat pur, je ne suis pas sûre que ça se voit ce que je fais en fait. Tu veux dire au niveau des résultats en termes de notes? Oui, voilà, des résultats purement scolaires, purement évaluation scolaire, je ne suis pas sûre que ce que je fais se voit. Mais en tout cas, au niveau ambiance de classe, moi, je le vois, les élèves aussi, et du coup, je ne suis pas prête de lâcher, quoi. Ben oui, parce que quand des élèves ont envie de venir et qu'ils se plaisent dans la classe et que, de toute façon, à partir du moment où ils sont investis, ils sont dedans, comme tu dis, ben forcément, ils prennent. Alors que tu peux faire ce que tu veux, s'ils ne sont pas dedans, Oui, c'est ils ça. ne prennent rien. Oui, tout à De fait. toute façon, la coopération à l'école, elle ne se situe pas au niveau des résultats pédagogiques. Et la pédagogie coopérative n'a jamais eu l'ambition de faire des futurs énarques. La question n'est pas là. En général, d'après ce qui est évalué en statistiques, les classes coopératives n'ont pas de plus mauvais résultats. Oui, mais c'est N'ont pas plus… de meilleurs non plus. Oui, Là. j'ai vu ça. C'est des résultats qui sont dans la norme, mais en fait, c'est au niveau de l'ambiance de classe et du ressenti des élèves que ça se situe en plus positif, si on peut dire. La confiance en soi, du sens de Ouais. l'initiative, de la coopération. Et puis, enfin, pour moi, le fait de refaire un contrôle, alors ça se discute, bien sûr que ça se discute, mais pour moi, ça traduit quand même personnellement une grande bienveillance. Puis, on pourrait aussi s'interroger finalement sur le fait que, nous avons été, nous aussi, élèves en collège, et moi, je me souviens très bien de professeurs au sein de mon collège où on disait sur les mêmes contrôles, ils étaient notés de manière totalement différente. Entre celui qui te met -2, parce que tu as oublié un S, dicté, et celui qui dit bon, allez, je vais t'enlever un demi-point, et ben, tu peux passer de 0 à 12 dans ta Oui, dictée, par exemple. tout à fait. Sur une rédaction ou sur n'importe quel. Ce qui montre bien l'aberration. Et puis, suivant les professeurs, il y en a qui vont donner des contrôles plus difficiles que d'autres. Voilà. Donc, on pourrait aussi discuter là-dessus. Enfin, donc, de toute façon, tout est tellement aléatoire que j'aurais tendance à dire, à partir, tu parlais des enfants empêchés de penser, moi je pense que les professeurs sont empêchés de penser. Mais Boimard le dit aussi, il a écrit un livre là-dessus, hein, La peur d'enseigner. Oui, c'était absolument. très bien aussi. Oui. Voilà, donc, bon. Après, la pédagogie coopérative, c'est un choix de vie et c'est un point de vue. Après, on l'adopte ou on l'adopte pas. Ça dépend beaucoup des valeurs qu'on met derrière. Donc, on peut imaginer que toi, les valeurs que tu mets derrière, voilà, la coopération, la bienveillance, l'empathie, la confiance en soi, etc., l'estime de soi. Alors, je t'arrête oui. Parce que là, tu es en train de développer des valeurs individuelles. Et c'est vrai, hein, elles y sont, mais moi, je vois plutôt ça aussi comme quelque chose de collectif et comme avec un arrière-plan politique aussi. Je ne perds pas de vue que l'éducation, c'est éminemment des choix politiques. Et pour moi, la pédagogie coopérative, c'est ce qui se rapprocherait le plus de mes choix politiques personnels, tu vois. Donc, il y a aussi ce volet-là que j'ai toujours en arrière-plan et qui est aussi la coopération en tant que modèle social, ou pas modèle, mais en tant que objectif social, tu vois, versus compétition, coopération, compétition, voilà. Et donc, j'ai vraiment cet arrière-plan politique, pour le coup, personnellement, qui est très ancré chez moi. Merci de le dire, Anne, parce que moi, je n'osais pas en parler directement. Pour moi, finalement, celle qui t'interviewe, n'est-ce pas? Donc, je suis ravie que tu en parles, parce qu'évidemment, hein, moi aussi, c'est ce qui m'anime. Mais c'est mieux que ce soit toi qui le dise. Comme ça, les collègues qui t'écoutent trop. En plus, comme je n'ai même pas posé directement la question, c'est vrai. Je ne peux pas dire que la question est orientée. Pas Voilà. du tout. Donc, c'est parfait. Effectivement, oui, bien sûr. C'est un modèle social, c'est un modèle sociétal, absolument. C'est donc un modèle politique
Oui. D'ailleurs, clairement, hein, la pédagogie coopérative, elle vise à faire des enfants des individus éclairés qui développent leur autonomie de pensée, qui vivent en coopérant les uns avec les autres. Oui, tout à fait. Sinon, on retombe sur des modèles type Montessori qui, moi, me conviennent beaucoup moins, en fait, hein. Même si, au niveau des enfants, du point de vue des élèves ou des enfants, je reconnais que peut-être les résultats sont très, très proches. Bien-être, développement de la personnalité de l'enfant, respect de l'enfant, tout ça. Mais après, il manque, je trouve, tout l'arrière-plan qui, pour moi, est indispensable dans l'éducation, quoi, franchement. Tout à fait. Oui, Montessori, effectivement. Alors moi, j'ai parlé de confiance en soi, d'empathie, etc., parce que moi, ça fait aussi partie des valeurs de coopération, de toute Bien façon, sûr. inhérentes à ces valeurs. Mais tu as eu absolument raison d'élargir le cadre et de repositionner la démarche. Donc, tu parlais d'investissement de tes élèves, donc de motivation. Moi, j'aimerais que tu développes un petit peu concrètement, pour les professeurs qui vont te regarder, que tu as mis en place dans ta classe pour favoriser cette motivation de tes élèves. Alors, des choses qui peuvent paraître un petit peu artificielles, et je le sais parce que je dis ça parce que moi-même, des fois, je me dis, je reste assez étonnée. Il y a un côté magique un peu, en fait, hein, pour moi. C'est-à-dire que des choses qui, pédagogiquement, me paraissent… on va entendre les miaulements du chat. Je suis désolée, je peux pas la faire taire. Des choses qui, pédagogiquement, pour moi, me paraissent, comment dire, non pertinentes, voilà. Et ben, en réalité, arrive à transformer les choses un peu comme une baguette magique. Et du coup, les collègues, ils disent, bon, enfin, ouais, mais ça, c'est pas, je vois pas ce que ça vient faire là, ou bien c'est pas important, ou bien c'est perdre du temps, parce qu'effectivement, ça paraît décalé. Alors, exemple, le début d'heure, en début d'heure, alors moi, je ne fais pas vraiment un quad neuf, parce que j'essaye de le raccrocher un petit peu à la discipline. Donc, j'ai détourné un peu le quad neuf. Donc, quand les élèves entrent en cours… Je t'arrête 2 minutes. Pour les collègues qui t'écoutent, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu rapidement ce que c'est qu'un neuf? Voilà. Pas vraiment, parce que du coup, comme je sais que je l'ai détourné, mais je ne sais pas à partir de quoi exactement. Il me semblait que le quad neuf, c'était à l'entrée en classe. Et alors, évidemment, c'est à l'entrée en classe, si j'ai bien compris, essentiellement en primaire. Du coup, ce n'est pas la même chose c'est-à-dire au début d'une journée de cours et pas forcément au début d'une heure de cours, parce qu'il y a ce découpage aussi en collège qui est très contraignant. Les élèves qui le souhaitent peuvent parler d'un sujet totalement libre qui les concerne et qui n'a pas forcément de rapport avec le scolaire. Voilà, c'est comme ça que j'avais compris, moi, le quad neuf, vite fait. Et du coup, je me suis dit, bon, d'accord, mais en même temps, ça serait bien que ça serve un petit peu parce que, voilà, on est au début d'une heure de cours et pas d'une journée de cours. Et donc, j'ai élargi, j'ai essayé d'élargir au maximum, mais je leur ai ouvert la possibilité de parler de ce qu'ils souhaitent, à condition que ce ne soit pas purement, voilà, hier soir, j'ai mangé avec ma mamie et mon papy et le menu, c'était ça, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais par exemple, ça peut être une minute culturelle. Ils peuvent dire, voilà, je suis en train de lire ce livre. Ils peuvent présenter un livre qu'ils sont en train de lire. Ils peuvent présenter une visite qu'ils ont faite. Ils peuvent parler de quelque chose qu'ils ont entendu aux informations. Quelque chose qui apporte, en fait, il faut juste que ça apporte quelque chose qui soit pertinent culturellement, quoi. Ce qui n'est pas le cas du menu du restaurant qu'ils ont fait la veille avec leurs grands-parents. Donc, voilà. Et après, ça peut être aussi quelque chose qui est très personnel, hein. Moi, j'ai beaucoup d'élèves, pas mal d'élèves qui sont fils d'agriculteurs et qui sont très fiers de… Et ça peut être aussi quelque chose en rapport avec… souvent, ils veulent reprendre l'exploitation familiale, donc quelque chose en rapport à quelles céréales on plante, à quel moment. Enfin, voilà, ça peut être des choses tout à fait… Mais il y a un apport culturel. Et alors ça, par exemple, pour moi, c'est le truc baguette magique où on ne comprend pas bien comment ça peut changer l'ambiance d'une classe, mais en fait, si, ça change l'ambiance d'une classe. Après, toujours dans les trucs qui paraissent de l'habillage, mais qui en réalité n'en sont pas, c'est ça, je trouve que c'est ça qui est compliqué. C'est que des fois, on se dit non, mais c'est juste de l'habillage, ça va plus vite si c'est moi qui le fais, c'est plus efficace si c'est moi qui le fais, donc je vais le faire, et en réalité, grave erreur. Donc moi, je leur fais… J'ai des secrétaires qui se mettent à l'ordinateur, mon ordinateur,
et qui prennent la trace écrite du cours. Voilà, en général, ils sont par 2. Alors ça leur plaît énormément. Alors oui, c'est moins efficace que si c'est moi qui le fais, c'est moins bien fait, mais du coup, ça permet de faire tourner. Et j'ai des élèves qui animent le cours. J'essaie de déléguer au maximum l'animation du cours, en fait. Donc, en gros, il y a 2 élèves à l'ordi qui prennent la trace écrite et 2 élèves au tableau qui interrogent leurs camarades et qui valident ou pas les réponses de leurs camarades. On ne peut pas le faire sur tout. Mais par exemple, quand il y a des exercices à faire à la maison et qu'on corrige les exercices, on fait comme ça. Et du coup, moi, ça me permet d'être en fond de classe avec des élèves qui sont très autonomes. Je lâche complètement, ils se débrouillent. Et ça me permet soit d'aider certains qui n'ont rien compris, soit de vérifier que le travail a été fait. Enfin, ça me permet de faire autre chose, quoi, en fait. Et alors, en quoi tu vois qu'ils sont motivés à faire ça? Parce qu'ils se battent pour aller à l'ordinateur, ils se battent pour aller au tableau et gérer le cours. Et j'ai de moins en moins d'élèves qui ne font pas le travail à la maison. Parce qu'en fait, quand c'est leurs camarades qui les interrogent et qui disent comment, mais tu n'as pas fait ton travail, eh ben c'est la honte. Alors que quand c'est moi qui le dis, ça leur fait aucun effet. Du coup, à part les élèves qui sont vraiment en décrochage ou qui ont vraiment des gros soucis scolaires, le travail est fait bien mieux que si c'est moi qui le vérifie et qui interroge les élèves. Et c'est en ça que ça peut paraître effectivement un peu artificiel et où je dis que c'est que de l'habillage en fait, parce que à la base, le travail, il est le même. Tu vois ce que je veux dire? Les exercices. Ton avis, et peut-être que c'est ta modestie, c'est ta modestie qui te fait parler ainsi, peut-être. Hein. Moi, je dirais que je vais essayer de l'expliquer, hein, à travers peut-être une analyse un peu plus scientifique sur la motivation, que je vous avais présentée d'ailleurs lors de la formation. Oui. En reprenant les recherches qui ont été faites sur la motivation dans une école coopérative et qui ont montré qu'en fait, les enfants étaient motivés parce que il y avait, en fait, la motivation reposait sur 3 piliers. Le fait d'avoir le choix. L'autre, c'était qu'on soit dans leur zone proximale de développement. Et le troisième, c'était que ça soit dans un climat de coopération. Moi, je dirais que peut-être déjà, effectivement, la minute culturelle, par exemple. La minute culturelle, c'est eux qui choisissent leur sujet. Alors pour toi, ça peut te paraître banal, mais pour la plupart des profs qui nous écouteront, ça ne l'est pas. Donc ils ont le choix déjà de présenter ce qu'ils ont envie de présenter, ou de ne pas présenter. Oui, tout à fait. C'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de classes où il y a aucun choix. On est obligé d'aller au tableau et on est obligé de présenter, etc. Et ça reste dans leur zone proximale de développement qu'ils choisissent le sujet qu'ils ont envie d'aborder. Donc, c'est quelque chose qui, a priori, dont ils auront une petite maîtrise ou disons que, voilà, ou, disons au moins quelque chose qui ne les mettra pas en difficulté. Et tout ça dans un climat coopératif, puisque c'est une sorte, comme tu dis, de code neuf, de présentation, de ritualisation. Et j'insiste sur la notion de le fait qu'ils peuvent ne pas le faire. Oui, ils peuvent ne pas le faire, bien sûr. Donc ça, c'est très important. Puis en ce qui concerne tes exercices, j'imagine que tu n'obliges pas les enfants non plus à aller être secrétaire de séance ou être animateur. Voilà, donc on revient à cette notion de choix aussi, de zone proximale, et puis de ce climat coopératif où les enfants peuvent décider de le faire ou de ne pas le faire. Effectivement, comme tu disais, le fait que ce soit les copains, alors bien sûr, c'est parce que c'est la honte, c'est aussi parce que ça crée une sorte pour moi de climat de classe, une espèce d'effet de groupe, d'appartenance à un groupe. Oui. Donc, c'est-à-dire que si on n'est pas dedans, on va passer un petit peu pour le clampin de service. C'est ça, oui. Voilà. Moi, je l'analyserai un petit peu aussi. Oui, tu as raison. Et en fait, ça n'a rien de magique. C'est parce que pour toi, ça te paraît peu de choses. Oui, c'est ça. Parce que pour moi, et je l'ai tellement entendu de la part de mes collègues, pédagogiquement, ça n'est pas pertinent. Tu vois? Voilà, c'est ça. Et la méthode Coué, ça marche plutôt pas mal des fois. Lavage de cerveau. Mais moi, je pense que c'est extrêmement pertinent au contraire. Et je t'invite à aller encore plus loin dans ce… Oui, alors attends. On verra plus tard. D'accord.
Alors après, je n'ai pas fait que ça, hein. J'ai mis en place d'autres trucs. Donc, par rapport à l'heure de cours, j'ai scindé mon heure de cours en deux, en fait. Donc, chaque heure de cours commence par une demi-heure où ils sont en travail en autonomie. Et pour ça, ils ont un plan de travail. Le plan de travail, je l'établis de chapitre pour un chapitre. Je fais un plan de travail pour un chapitre. Donc, le chapitre, pour moi, ça va de vacances à vacances. Donc, 6 ou 7 semaines autour d'un thème. Et après, dans ce plan de travail, je leur mets des choses obligatoires, en fait, et des choses pour aller plus loin. Donc, il y a un double aspect. Il y a l'aspect, ça doit absolument être fait par tout le monde. Et puis, il y a l'aspect pour approfondir, s'ils le souhaitent. Et puis, dans ce plan de travail, ils ont aussi des cases qui sont un peu plus libres. Et donc, il y a un projet qui peut être mené par groupe et pour lequel on va travailler au CDI. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, il y a aussi le travail d'écriture. Donc, en général, je leur propose des sujets d'écriture. Je propose un panel de sujets, une dizaine, mettons. Et après, il y a toujours le sujet qu'ils choisissent eux-mêmes, ils doivent me dire avant, hein, ils me disent, Madame, voilà, moi, j'aimerais écrire là-dessus, je vais écrire ça, est-ce que je peux? Donc, je dis oui ou non. Je dis rarement non, en général, je dis oui. Je recadre un peu si je trouve que c'est un petit peu léger au niveau des connaissances et des mises en œuvre de pratiques d'écriture. Ils sont quand même en 5e et en 6e, donc voilà, quoi. Donc, je peux rajouter une contrainte, par exemple. Je leur dis, d'accord, tu parles de ça, mais alors, par contre, tu penseras à faire le petit passage descriptif. Voilà, des choses comme ça. Et voilà, donc le plan de travail, il mixe un peu, en fait, individuel et collectif. Et il leur sert de base de travail pour tout le chapitre. Donc, en fait, pendant cette demi-heure de travail en autonomie, concrètement, ils sortent leur plan de travail, ils regardent ce qui n'est pas coché, ce qui est coché, c'est ce qui est fait. Et ils commencent par ce qu'ils veulent. En gros, si ils veulent commencer par la grammaire, ils commencent par la grammaire. S'ils veulent faire le vocabulaire, ils font le vocabulaire. S'ils veulent faire leur lecture, ils font leur lecture. Voilà. Et après, donc ça, c'est la moitié du temps. Et après, il y a donc la petite minute culturelle qui lance en fait le travail collectif. Et après, on passe à un travail collectif où soit je leur explique une notion de grammaire, soit on corrige des exercices, soit on travaille ensemble sur un texte. Ouais, j'ai fait comme ça, tu vois, je partage mon temps en deux, en fait. Travail individuel ou pas, hein. Ils peuvent travailler à deux, ils peuvent travailler à plusieurs s'ils veulent. Et après, travailler en classe entière. Et 1 heure par semaine, donc on va au CDI avec ma collègue documentaliste que tu connais, Lydie, qui est juste géniale, il faut le dire quand même. Si elle n'était pas là, je crois que j'aurais beaucoup plus de mal à mettre ça en place. Et donc, au CDI, on est parti un petit peu sur… donc, il y a un thème, c'est le thème du chapitre. Et après, ils doivent monter, soit tout seul, soit par groupe, un projet en rapport avec ce thème. Ça peut être l'exposé classique, ça peut être écrire une chanson, ça peut être s'enregistrer, ça peut être écrire une poésie, ça peut être faire un panneau, ça peut être tout, quoi. Des jeux aussi pour la grammaire et la conjugaison, jeux type jeu de loi ou des QCM ou des quiz, voilà, des choses comme ça. Et donc, un projet si c'est un projet rapide, non, un projet si c'est un projet un peu lourd qui prend les 6 ou 7 semaines, ou 2 ou 3 projets si c'est des mini-projets plus rapides. Voilà. Donc, l'organisation, en fait, j'ai aussi changé mon organisation du cours du tout au tout, parce qu'avant, je ne faisais pas du tout ça. Je restais dans ma salle de classe et je faisais des choses beaucoup plus traditionnelles. Y compris, ils n'avaient pas d'heure de travail en autonomie avec le plan de… Et ça aussi, ça marche vachement bien, le plan de travail. Parce qu'en fait, au début, c'est un peu compliqué, j'avoue. Au début de l'année, il faut quand même beaucoup leur expliquer comment ça fonctionne et tout, ceux qui n'ont pas l'habitude. Par contre, ils s'y font assez vite et ils s'y repèrent bien, en fait. Ça, c'est fait, ils cochent, ça, c'est pas fait. Voilà. Là-dessus, j'ai besoin d'aide, je vais demander à quelqu'un ou alors je demande au prof. Là-dessus, je me débrouille tout seul, donc je le garde, je le ferai à la maison, ce sera plus facile. Ou à l'inverse, là, j'ai besoin de mes parents, donc je le ferai à la maison. Ça marche aussi, des fois. Ils font ça. Et le plan de travail, c'est un outil que je trouve très intéressant. Au début, je m'étais un peu arraché les cheveux parce que j'avais pris des modèles de plan de travail sur le forum. Là, ça me paraissait hyper technique et compliqué. Et surtout, les enseignants, apparemment, les vérifier. Alors moi, je n'arrive pas à vérifier sans arrêt tout le travail de mes élèves, quoi. Et quand on commence à faire des choses comme ça, je trouve que ce qui est compliqué,
au début, quand les choses se mettent en place, c'est que les élèves ne sont pas encore complètement dedans. Donc, ils auraient besoin qu'on leur mette un petit peu des coups de pied aux fesses des fois et donc qu'on soit derrière pour vérifier. Et en même temps, on n'a pas le temps. Et ça, il y a un moment de flottement, je trouve. Et c'est ce que je t'expliquais l'autre fois. En fait, j'ai réussi à me sentir vraiment à l'aise dans tout ça quand tout ce que j'ai mis en place s'est rejoint à un moment donné, que ça a fait un truc vraiment global et où les élèves s'y sont retrouvés au point que maintenant, je n'ai plus besoin de vérifier systématiquement qu'ils font les choses parce que je sais qu'ils le font. Après, j'en ai repéré 2 ou 3, je sais qu'il faut repasser derrière, mais c'est très limité. La classe, dans son ensemble, fait les choses que je demande. Ils ne sont pas en train de chercher à bavarder, bon, alors bien sûr un peu, ou à glandouiller pendant, tu vois, la demi-heure de travail en autonomie, par exemple, je ne les surveille pas, j'aide ceux qui ont besoin de moi. Et au début, c'était un peu cafouillou, effectivement, avant que je mette tout en place. Et maintenant que tout est en place et que tout roule et qu'ils ont compris comment ça roule et tout, j'ai plus besoin de les surveiller, en fait, pendant la demi-heure de travail en autonomie. J'ai plus besoin de dire chute, machin, mets-toi au travail. Et toi, qu'est-ce que tu n'as encore pas sorti tes affaires? Enfin voilà, au début, c'était un peu. Maintenant, ça roule, tout seul. Écoute, ça donne envie, hein, en tout cas, quand on t'entend. Alors, j'ai noté quand même que, toujours sous l'angle de l'analyse scientifique de la motivation, en fait, dans ton plan de travail, tu donnes le choix de la personne avec qui ils peuvent travailler. Mais oui, la plupart du temps, ils restent tout seuls, hein, en fait. Ils choisissent de rester seuls, mais ils ont la possibilité de travailler avec Oui, quelqu'un. oui. C'est très important parce que pour toi, c'est évident maintenant, mais pour ceux et celles qui vont t'écouter, ce n'est pas forcément une évidence. Tu leur proposes aussi le choix du contenu, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer par la grammaire, la conjugaison, etc. En fait, oui, ils s'organisent comme ils veulent. Ils organisent leur travail comme ils veulent. D'accord. J'ai des dates butoirs, hein. J'ai des dates butoirs. Bien sûr. Voilà, Sûr. tu vois. Dans le plan de travail, on dit telle chose doit être finie pour telle date. Et en fait, j'échelonne toutes les dates. Donc, en fait, quand on commence un chapitre, ils ont tout le travail à faire sur les 6 ou 7 semaines du chapitre avec des dates butoirs pour chaque travail. Et ce jour-là, tout le monde doit avoir fini et on corrige, on fait une correction collective avec un retour sur ce qu'ils ont fait, tu vois. De même pour les contrôles de grammaire, j'ai mis en place ce que tu avais proposé sur évaluer quand l'élève se sent prêt. Donc, en fait, ils peuvent faire leur contrôle sur les notions grammaticales à chaque période de travail en autonomie. Donc, à chaque début d'heure, ils peuvent dire, Madame, moi, je fais le contrôle aujourd'hui. Donc, ils s'isolent, ils font leur contrôle, ils me le rendent. C'est réussi, on garde la note. C'est pas réussi et retente une autre fois. Avec date butoir, la fin du chapitre. Il faut que tout le monde ait validé ça ou pas. Enfin, ça peut rester non validé, malheureusement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui, à la fin du chapitre, réussissent toujours pas, mais tant pis, on garde la meilleure des notes. Quoi. Voilà. Et à la fin du chapitre, on arrête la possibilité de valider cette notion-là. Donc, il y a des dates butoirs à chaque fois, en fait. Ça m'émeut beaucoup ce que tu racontes, Anne. J'envie tes élèves. J'aurais voulu être une ado dans ta classe. Ouais, alors, je ne sais pas s'ils en sont là, hein. Honnêtement. Non, mais ils le seront plus tard quand ils auront notre âge. Oui, peut-être. Oui, mais c'est sûr. Tu m'enverras une photocopie de ton plan de travail alors, j'en ai plein. Hein. Voilà, pour que je puisse montrer quelques exemples dans le module. Oui, tu parlais de… Est-ce qu'ils ont le choix du lieu? Est-ce que certains peuvent choisir d'aller au CDI et d'autres rester en classe ou c'est toi qui décides Alors, on n'a pas le droit. En général, le CDI n'est pas ouvert à toutes les heures parce que l'IDI a des cours. Et en plus, nous, on n'a pas le droit que les élèves se baladent dans les couloirs pendant les… C'est complètement interdit. Hein. Donc, en fait, ils n'ont pas tellement le choix du lieu. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'installer dans le couloir. Alors, j'évite de mettre 3 groupes ou 4 groupes dans le couloir parce qu'au bout d'un moment, ça fait un niveau sonore qui peut gêner. Mais j'envoie en général 1 ou 2 groupes dans le couloir. Puis, ils jouent bien le jeu. Hein. Ils se mettent dans un coin, voilà. Et ils essayent de ne pas faire de bruit parce qu'ils savent que sinon, je leur dis, bon, ben, fini, vous rentrez, quoi. Et après, dans la salle même, il y a des endroits où ils peuvent… j'ai mis des tables contre les murs, en fait, et ils peuvent se mettre à 2, 3 ou 4 sur une table qui tourne le dos à la classe, en fait, et qui est tournée vers le mur. Et du coup, ça leur permet un petit peu de s'isoler.
Voilà, mais pareil, je n'ai pas une salle de classe immense. Et j'ai la chance cette année de ne pas avoir des classes trop chargées parce que quand les classes vont passer à 30, 31, 32, ça va devenir évidemment extrêmement compliqué. Voilà. Tu nous envoyer une photo aussi de ta classe? Bah, elle n'a rien d'extraordinaire, ma classe, hein, mais je peux, oui. C'est en double U, en fait. C'est que les élèves, ils ont choisi en double U, tu vois. Un U plus éloigné et un U plus central. Et dans le U plus central, se mettent les élèves qui ont plus besoin de mon aide à moi. Et dans le U plus éloigné, se mettent les élèves qui se débrouillent tout seuls. Et ça, en fonction de ce qu'on va travailler en cours d'heure. C'est-à-dire que s'ils savent que c'est de la grammaire, par exemple, ce pas les mêmes élèves qui seront dans le U, dans le premier U, que si c'est de la lecture. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire qu'ils choisissent leur place. Ils choisissent leur place à l'entrée du cours parce qu'ils savent que là, on va faire telle activité. Donc, en fonction de cette activité, ils essayent de se situer là où ils le souhaitent, sachant que le problème, c'est que souvent, dans ce U, dans ce premier U, il n'y a pas assez de place pour tous ceux qui voudraient s'y mettre. Voilà. Et après, j'ai des élèves qui, y compris, s'isolent volontairement. En fait, du moment que je sais qu'ils travaillent, qu'ils suivent et que s'ils veulent se mettre tout au fond de la classe et parler à personne, ouais, ils le font. Okay. Qui, toi, te paraissent évident, je pense, est absolument révolutionnaire pour beaucoup de professeurs. Révolutionnaire, ça me paraît un peu excessif quand même. Hein. Je ne suis pas sûre. Bon, oui, tu parlais des projets. J'aimerais que tu développes un petit peu le côté projet. Après tout, tu mets en place des projets. On pourrait je vais volontairement être l'avocat du diable. Hein. Ouais, je me doute. Vas-y. Il y a des profs qui pourraient dire, mais enfin, quand même, il y a un programme, c'est une perte de temps. Déjà, moi, j'ai pas le temps de tout finir. Alors, si en plus je me mets à faire des projets, oui, enfin, moi non plus. Hein. Ça va être l'horreur. Voilà. Comment tu fais aussi pour gérer le bruit quand il y a du bruit, s'il y a du bruit? Enfin, j'aimerais aussi que tu puisses répondre à ces deux questions. Alors, les projets, j'ai choisi ce fonctionnement-là parce que visite à la Ciotat, où les élèves avaient des grandes plages horaires pour le coup sur le travail en projet et où on a passé 2 jours en fait avec les collègues à se promener de groupe en groupe en posant ces 2 questions. Sur quoi travaillez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et est-ce qu'on peut regarder ce que vous faites? Et donc, chaque groupe nous présentait bien volontiers les choses sur lesquelles ils étaient en train de travailler. Et alors, pour te donner un exemple qui, moi, m'a marqué quand même. Donc, moi, j'étais avec un groupe de filles de 5e. Et donc, j'arrive et je leur dis, voilà, c'est quoi votre projet? Vous travaillez sur quoi? Et là, elles me répondent, on essaye de faire adopter, on veut adopter un hamster ou un lapin pour la classe. Alors là, tu imagines le truc, mais complètement déconnecté de toute discipline scolaire. Alors, j'essaye de rester calme, tu vois, neutre, pas faire ouh. Et je leur dis, ah bon, et vous pouvez m'expliquer un peu votre projet, vous en êtes où? Et alors, elles sont parties, donc elles m'ont expliqué leur démarche. Donc, évidemment, elles ont commencé par faire des recherches sur cet animal, comment ses besoins, tout ça, comment on va le nourrir, comment on va s'en occuper, tout ça. Après, elles ont fait un sondage pour voir si les autres élèves étaient d'accord et puis, est-ce que c'est mieux un hamster ou est-ce que c'est mieux un lapin? Après, elles ont fait une lettre à l'administration pour demander l'autorisation d'adopter cette bestiole en expliquant comment elles allaient s'en occuper, où elles allaient le mettre et tout ça. Après, elles ont eu un refus du principal, mais qui n'était pas motivé. Le refus n'était pas motivé. Donc, elles ont écrit une lettre pour demander une entrevue au principal afin qu'il motive son refus. Elles ont pris des notes sur les arguments qu'il leur a donnés. Et après, comme elles n'étaient pas du tout d'accord avec ces arguments-là, elles ont écrit une lettre ouverte au principal pour lui expliquer pourquoi ces arguments, c'était de la daube et pourquoi ça n'allait pas du tout se passer comme ça si on adoptait le lapin ou le hamster. Moi, je suis arrivée à ce moment-là, elles étaient en train d'écrire la lettre ouverte. Donc, je dis, d'accord, je suis prof de français, est-ce que vous voulez que je vous corrige vos fautes d'orthographe? Tu vois, histoire de proposer un peu mon aide. Et j'avoue de voir à quoi ça ressemblait leur lettre ouverte. Et donc là, elle m'ouvre un document. Elle me dit, ah ouais, mais madame, c'est que le brouillon. Hein. Elle m'ouvre un document. Dans leur brouillon, il y avait 5 fautes d'orthographe. Je leur corrige. Je dis, voyez là, peut-être, là, regarde bien avec quoi ça s'accorde, machin. Bon.
Et à la fin, elles me disent « Ah, merci madame, c'est trop bien. Maintenant, notre lettre, elle n'a plus de faute d'orthographe, c'est génial. Et alors, si tu veux, moi, j'avais un peu l'impression d'être dans le monde magique des bisounours quand même, hein, là, tu vois. C'était un autre monde s'ouvrait à moi. Et après, je me suis dit, bon, ça doit être des filles exceptionnelles, tu vois, obligé. Et donc, j'ai circulé et j'ai demandé à avoir des écrits. J'ai demandé, alors, je te passe en 4e la tragédie antique en 5 actes. Hein. Enfin, mais j'ai vu que des trucs d'une qualité, franchement, ça m'a laissé sans voix. Oui, alors pour nos auditeurs, il faut quand même signaler que La Ciotat, La population de La Ciotat, waouh, c'est chaud, hein. On est d'accord. Et en plus, ils n'arrivaient pas, en fait, leur ambition, c'était d'avoir des classes lambda. Or, en réalité, ils avaient des classes avec beaucoup d'élèves en difficulté parce qu'en réalité, ils sélectionnent les élèves dans leur classe et il y avait plein de parents qui leur écrivaient en disant voilà, je ne sais plus quoi faire, décrochage scolaire, rébellion contre l'institution, vous êtes ma dernière chance, prenez s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre mon enfant? Et donc, ils les prennent, cela. Et du coup, ils se retrouvaient avec non seulement des classes à population locale, donc effectivement, c'est un petit peu, c'est pas, moi j'ai assisté à des cours, c'est voilà. Et en plus, avec beaucoup d'élèves en grande difficulté scolaire, dont c'était un peu la dernière chance. Donc, c'est pas des, faut pas croire, hein, c'est pas quand on voit leur production, ça ressemble à du collège d'élite, mais c'est pas du collège d'élite. Hein. Et c'est juste qu'en fait, je pense qu'ils sont à fond dans leur truc, quoi. Ils essayent de faire ça du mieux possible, en sachant en plus que tout projet a une visée extérieure. C'est-à-dire qui va lire la lettre. Enfin voilà, c'est des choses. C'est pas de l'artificiel scolaire. C'est du vraiment. Il y a vraiment un sens à ce qu'ils font, un sens dans la vraie vie entre guillemets, si je puis dire. Et ben justement, j'en profite pour rebondir sur le. Tu parlais de Sylvain Connac, qui, au passage, pour nos auditeurs, donc, a été un enseignant qui a travaillé en pédagogie coopérative pour les ZEP de Montpellier et qui est actuellement chercheur en sciences de l'éducation. Sylvain Connac disait qu'une vraie situation d'apprentissage, Oui. c'est une situation inédite et de communication, donc typiquement la lettre dont tu parles, les exposés, la minute culturelle, enfin, bah, les projets du coup. Hein. Les projets. Les projets, c'est ça en fait. Que toutes les tâches répétitives, d'orthographe, de grammaire, qui sont ultra nécessaires, ne peuvent être qu'au service de ces situations d'apprentissage et ne doivent pas exister en elles-mêmes au sol, contextualisées. Voilà. Oui, tout à fait. Le projet contextualise quand même magnifiquement bien. Hein. Et puis, comme on est au CDI, en plus, il y a le côté, tu vois, c'est plus détendu parce que, parce qu'ils sont plus libres, l'espace est plus agréable parce qu'ils sont par îlots, ils sont dispersés dans tout le CDI, ils vont aux ordinateurs quand ils en ont besoin, ils vont chercher des livres, se servir et tout. Donc, c'est complètement une autre façon de travailler qu'en classe où on est vraiment un peu coincé, quoi. Le bruit, alors? Alors, le bruit, c'est variable selon les classes. Et là, en fait, alors, il y a des années, avant, je me suis posé la question. Il y a eu plusieurs solutions qui n'ont jamais été très satisfaisantes, en fait. Il y avait la solution feu rouge, feu vert, tout va bien. Et puis, il y avait un élève qui allait retourner le feu rouge quand il trouvait qu'il y avait trop de bruit, mais sauf que les élèves qui font du bruit ne regardent pas le feu, donc ça ne se voyait pas. Il y avait la solution je fais un bruit pour dire qu'il y a trop de bruit. Bon, on a essayé plusieurs trucs, ça marchait une fois, 2 fois, ça marchait rarement. Après, on a fait au sein des groupes un responsable du bruit qui essayait de gérer la parole, que tout le monde ne parle pas en même temps, et puis de dire à ses camarades, attention, le niveau sonore monte trop fort. Là aussi, c'est pareil, ça marche bien 2-3 séances, puis après... Et bizarrement, j'ai plus de problème de bruit, là, donc je ne me pose plus la question. Enfin, voilà. Quand il y a du bruit, Lydie et moi, on fait chute, s'il vous plaît, et voilà. Donc, en réalité, le problème du bruit, c'est géré, encore une fois, de façon magique, parce que je ne me l'explique pas. Mais j'ai plus de bruit, ni dans la classe quand ils travaillent en autonomie, donc à plusieurs éventuellement, hein, ni quand on est au CDI. Ou alors, je te dis, il suffit de dire, s'il vous plaît, chut, il y a trop de bruit, et voilà. Donc, alors, je ne me pose plus la question, du coup, tu vois. Moi, je vais encore tenter encore une fois, d'avancer une explication. Je pense que, pour l'avoir vécu également,
que le bruit, en fait, se gère la motivation des élèves. Oui, je pense. Voilà. C'est-à-dire que quand on est concentré sur une tâche, qu'on a envie de réussir, qu'on a l'autorisation, le droit, le choix de travailler avec d'autres, d'échanger des points de vue, parce que c'est un objet, une vraie situation d'apprentissage qui va être effectivement destinée à être montrée. Effectivement, c'est dans ce cas-là, de fait, le bruit s'apaise. Oui, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où effectivement ça repart un peu, hein, mais franchement, c'est pas problématique, quoi. Donc, du coup, j'ai arrêté de me poser des questions là-dessus. Il y a suffisamment d'autres choses. En même temps, ce sont des êtres vivants. Oui, il faut que ça bouge, il faut que ça parle, on est bien d'accord. Voilà. Je défie n'importe quel adulte en formation en groupe de ne pas faire de bruit. Bien sûr. Ça n'existe pas. Bien sûr. Et souvent, même les adultes en font beaucoup, beaucoup et beaucoup plus que les enfants ou les ados. Voilà, donc j'invite nos futurs auditeurs à réfléchir à cette question. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur la motivation de tes élèves, ta propre motivation, avant qu'on termine cette entrevue? Ah ben moi, ça a changé sur le plan personnel, ça a changé pas mal de choses. Déjà, la fatigue, en fait. Je suis beaucoup moins fatiguée. Alors ça, c'est avant Covid, on est d'accord, hein? Tout ce que je viens de dire n'est plus valable depuis le mois de mars dernier. Voilà, donc j'attends qu'une chose, c'est que ça le redevienne. Et oui, alors la fatigue, parce qu'en fait, je suis beaucoup moins fatiguée que quand je passais mon temps à essayer de ramer pour les faire travailler ou pour faire en sorte d'avoir des classes silencieuses. D'autant plus que, comme je te disais, moi, alors l'autorité naturelle, ça marche absolument pas, j'ai pas ça, hein. Donc, fallait pas que je compte là-dessus. Et j'ai l'impression que ça va tout seul, en fait, y compris, il y a certains matins où je ne suis pas du tout réveillée et où, comme il y a cette miraculeuse demi-heure de travail en autonomie en début d'heure, j'ai le temps d'ouvrir mon ordinateur, d'essayer de me remettre dans le bain, de sortir les photocopies que j'ai prévu de leur donner, de distribuer tranquillement les photocopies pendant qu'ils font autre chose, de me rendre compte que j'ai oublié tel ou tel truc et d'essayer de le récupérer à droite ou à gauche. Enfin, voilà, c'est bien. Ça permet de se réveiller le matin en douceur. Et évidemment, ça motive parce que forcément, quand on a des renvois positifs de ses élèves, c'est un peu le cœur du métier, quoi, hein. Donc, quand on voit que ça fonctionne en face, et ben, nous, on est tirés. Enfin, c'est un cercle vertueux un peu, hein. On tire les élèves quand on est motivé et eux-mêmes nous tirent quand ils sont motivés. Donc, on se motive mutuellement. Et après, sur la motivation des élèves, je pense que il doit y avoir un moyen de pousser encore le truc, hein, mais pour moi, déjà, ces 4 ou 5 dernières années, je trouve que ça a fait un grand, grand pas en avant, quoi. Et que j'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait une sorte de 180, tu sais, un renversement total de ma pratique et de ma posture. Donc, je vais me poser un peu comme ça avant de peut-être continuer parce que là, ça m'a quand même demandé, beaucoup de boulot. Il faut que j'ai besoin de me poser un peu, tu vois, de me dire maintenant ça roule à peu près, donc je vais faire une pause et après je verrai comment je peux approfondir, améliorer tout ça. Donc là, je fais un peu une pause et je me suis consacrée plus à mes supports. Voilà, j'ai fait un site, j'ai fait des génialis, que les élèves, dès que nous aurons le Wi-Fi dans le collège et qu'ils auront le droit d'avoir des tablettes ou des ordinateurs, que les élèves aient un support numérique auquel se référer par rapport au cours, tu vois. Et puis, je travaille un peu mes supports dans le sens où, notamment la lecture, j'essaye de diversifier les approches des textes. Voilà. Donc, je travaille là-dessus maintenant. Pour terminer, est-ce que tu aurais des petits conseils pour commencer à aider nos professeurs qui auraient envie de se lancer? Voilà, comment commencer? Par quoi commencer? Et pour reprendre ce que disait Célestin Freinet, ne jamais se lâcher des pieds et des mains en même temps. Bien sûr, sinon on risque de tomber. La chute serait dure. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petit conseil? Très pratique. Alors, peut-être commencer par des choses qui ne sont pas dangereuses, effectivement, hein, pour ne pas se lâcher des mains et des pieds en même temps. La minute culturelle, alors là, il n'y a aucun souci. Ça demande, ça demande pas un réaménagement de quoi que ce soit.
Et à mon avis, ça change l'ambiance. C'est-à-dire, voilà, il faut peut-être prendre des choses qui sont assez rentables, je pense. C'est-à-dire qui ne demandent pas d'investissement terrible de la part du prof ou de prise de risque terrible, mais qui en même temps jouent sur l'ambiance de classe. Donc, je pense que la minute culturelle, ça fait partie de ces choses qui sont assez rentables parce que ça instaure un climat différent dans la classe. Y compris, ce qui est bien, je pense, dans la minute culturelle, c'est quand le prof pose des questions, se met en situation d'apprentissage aussi par rapport à l'élève qui est au tableau. Tu vois, j'ai pas bien compris ça. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer, par exemple? Les autres élèves, évidemment, le font, on demande, mais que le prof reste pas en dehors, mais s'inclut dedans. Tu vois, c'est important, je trouve, d'être inclus dans la classe. On le voit parce que des fois, moi, quand je leur donne des petits exercices d'écriture, je le fais, l'exercice d'écriture, ou alors ils me demandent, et vous, madame, vous allez le faire? Et ça leur plaît quand on participe à leur truc aussi, en fait. Et puis après, bon, alors tu sais ce que j'en pense, puisqu'on en a discuté l'autre fois. Y aller progressivement, c'est indispensable, je pense, c'est bien. Mais en même temps, il ne faut pas se décourager, parce que peut-être que c'est à partir du moment où on aura changé plein de trucs qu'on verra vraiment la différence. Et moi, c'est ce qui s'est produit pour moi. C'est à partir du moment où ce que j'ai changé a fait système, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses qui avaient changé que ça a pris une vraie signification pour les élèves. Et c'est là que j'ai vu la différence. Bon, ça fait juste quoi, 5 ans, tu vois? Et donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Faut pas... J'ai des collègues des fois qui me disent, ouais, mais moi, j'ai mis en place ça, mais ça ne change rien. Mais parce qu'ils ont mis en place un truc et qu'effectivement, peut-être ça ne change pas autant que ce qu'ils attendent. Il faut persévérer, je pense, tout en restant sécurisé. Non, c'est super compliqué en fait. Hein. Je ne sais pas répondre à cette question. C'est super compliqué et en même temps, je suis convaincue que si on y arrive, ben, c'est que du bonheur, quoi. Voilà, ne pas se décourager, peut-être voilà, faire ça, et puis après rajouter ça, et puis après agglomérer ça, et puis après, voilà, pas faire procéder par agglomération. Et à un moment donné, la bascule se produit. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai procédé par trucs qui s'aggloméraient, qui étaient un peu dispersés, qui n'étaient pas forcément… et à un moment donné, la bascule s'est produite. Ce qui ne veut pas dire que c'est définitif. Hein. Enfin, je veux dire, peut-être je vais vivre des situations de stress et de mise en porte-à-faux dans les années qui viennent. Hein. Mais cette année, punaise, waouh, voilà. On a tous fait comme ça. Hein. On a commencé petit à petit à modifier certaines choses qui n'ont pas fait bouger trop les lignes. C'est au fur et à mesure, parce que d'abord, la confiance des jeunes, il faut l'acquérir. Oui. Et puis, le démantèlement des habitudes et la reprise d'autres habitudes. Et puis le fait de ne pas faire comme les autres aussi, ce n'est pas forcément une évidence pour les enfants et puis pour le prof qui fait ça. Voilà, donc, effectivement, il y a les petit à petit jusqu'à ce qu'on, comme tu dis, qu'à un moment donné, ça nous saute aux yeux. Oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. C'est comme si on était sur une planche et puis on penche, et puis qu'à un moment donné, on touche. Quoi. Ben, voilà, c'est ça, ouais. Et après, par rapport à mes collègues, je me rends compte que j'ai la chance aussi de ne pas avoir peur de tenter des trucs, parce que des fois, quand on en parle, je me dis, mais en fait, rien les affole, quoi, tu vois, pour rien, en fait, parce que c'est pas parce que tu rates un truc, moi, j'ai raté plein de choses, hein, et ben, tu dis quoi? Tu dis, hop, 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 alors, c'était un essai, je vois que ça ne fonctionne pas, donc remettez-vous à vos places, reprenez tel travail, et on se calme et on s'y remet, voilà, et ben voilà, tu vois, t'as raté, ouais, la belle affaire. Et puis, donc, je fais aussi des conseils coopératifs dont on n'a pas parlé pour la gestion de classe, mais des fois, j'entends des choses que mes collègues, je le sais parce que parfois, ils viennent au conseil coopératif et des fois, ils ressortent en disant, mais comment tu peux… Moi, si mes élèves m'avaient dit ça, je ne l'aurais pas supporté. Tu vois, genre, madame, votre cours de la dernière fois, il était un petit peu ennuyant. Et bah oui. Ou bien, oui, mais madame, c'est pas juste, vous aviez dit qu'on ferait ça et en fait, on ne l'a pas fait. Voilà. Et effectivement, les élèves émettent des critiques vis-à-vis du prof. Et en fait, moi, je m'en fiche en réalité parce que, comme je te disais, je ne suis pas inquiète, je n'ai pas peur, je ne suis pas angoissée par ça. Il y a des choses qui m'angoissent, mais alors la critique, moi, j'y réponds. Et donc, je leur réponds, je leur explique. Et alors, les collègues, c'est toujours sur la base, mais tu n'as pas à te justifier vis-à-vis de tes élèves. Tu vois, tu n'as pas, à te justifier. Mais je leur dis, mais je ne me justifie pas. Je leur explique. C'est une classe… je ne peux pas afficher des principes
et leur dire dans la pratique, taisez-vous. Donc, je leur explique pourquoi, effectivement, j'avais dit qu'on ferait comme ça, mais en fait, on n'a pas fait comme ça. Et puis après, des fois, je dis, bon, ben, si vous voulez, on essaye. Souvent, on se donne une période. On décide un truc et on se dit, on essaye pendant 15 jours. Si ça marche, on prolonge. Si ça ne marche pas, on revient à l'ancienne méthode. Ça, c'est vachement bien pour les collègues qui ont peur de se lancer dans des choses. Mettre une date butoir, où on dit, voilà, on se donne 15 jours ou 3 semaines pour essayer ça. Et si ça va, parfait. Si ça ne va pas, on revient à l'ancienne. Ça sécurise, en fait. Et les élèves se sentent un peu investis d'une mission parce qu'il faut qu'ils regardent si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, ils sont assez attentifs par rapport aux nouveaux dispositifs. Ils exercent leur esprit critique aussi. Ils voient ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'on peut changer. Et ça fonctionne vachement bien. Ça.